Et si on parlait de cinéma? Oui, à travers le monde, le cinéma est omniprésent. Mais aujourd'hui, on va se plonger dans un univers assez particulier. Un des genres les plus spectaculaires et fictifs qui puissent exister. On parle effectivement du Monsterverse. Alors en vérité, on va parler de Daikaiju. Le Monsterverse est seulement constitué des derniers films Godzilla et King Kong. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Steven, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content puisque c'est le commencement d'une nouvelle série et j'espère qu'elle vous plaira. Et pour ce premier épisode, je vais vous expliquer l'origine des kaiju et surtout l'un des plus connus, King Kong. If only my voice could shine like a star, a light above to carry my love down to you, wherever you are. And then you send your wishes into the night. What if we could, then what would it be? What kind of words would you say to me? I gotta know, so let's do this right. Let it out on the count of three. Avant d'approfondir dans la vidéo, nous allons parler de la création des kaiju. Tout d'abord, kaiju est un terme japonais désignant des créatures étranges. Son origine vient de Daikaiju, désolé pour la prononciation, Dai pour grand, Kai pour étrange et Ju pour animal. Dans les pays orientaux, les kaiju ont une connotation mystique, voire divine, par rapport à sa taille et le fait que l'homme doit s'incliner face à ses forces de la nature. A contrario, la majorité des pays ont une mauvaise vision de ces créatures qui incarneraient le mal, voire le diable. Si aujourd'hui l'univers des kaiju est ultra populaire, c'est grâce au cinéma. Une société de cinéma appelée Toho sera intéressée par deux films qui vont marquer l'histoire des kaiju à travers le monde entier. Le premier sera King Kong, datant de 1933, réalisé par Marianne Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack, mais aussi Le Monstre des Temps Perdus, sorti en 1953 et réalisé par Eugène Lourier. Ces deux films seront un grand tournant pour le cinéma à cette époque, puisque la société Toho verra son succès exploser avec son premier Daikaiju Ega. Ce premier film sera réalisé par Eiichiro Honda et ne sera autre que le grand Gojira, plus connu sous le nom de Godzilla, qui sortira en 1954 en s'inspirant de ces deux films. Bon, arrêtons de divaguer et concentrons-nous sur le sujet de la vidéo. En 1933 sort le premier film King Kong. Quand on y repense, le speech n'est pas bien risqué, mais assez innovant pour l'époque. C'est l'histoire d'une équipe de cinéastes dirigée par Carl Denham, joué par Robert Armstrong, accompagné par la belle Anne Darrow, jouée par Fay Wray, et de Jack Driscoll, joué par Bruce Cabot. Ils ont pour but d'atteindre Skull Island en Malaisie, et Skull Island est une île secrète cachant de nombreux secrets sur la faune et la flore, et surtout sur King Kong. Anne se fait prisonnière par les indigènes qui l'offrent à leur dieu. Le valeureux Jack Driscoll parvient à libérer la captive et à attraper la bête. Comme j'ai pu vous le dire juste avant, le speech est assez simple, ça suffira à définir ce film américain comme l'un des plus grands films américains de tous les temps. Le film coûtera 670 000 $, ce qui est pour l'époque complètement délirant de mettre autant d'argent en jeu, mais le coup de poker fonctionne car rien qu'à la sortie, le film rapportera 5 millions de dollars à la RKO. Hop, je stoppe la vidéo. C'est le Steven du futur. En faisant le montage, je me suis permis de refaire des recherches, et pour info, deux autres sorties ont permis au film de générer encore plus d'argent. Une en 1938, rapportant plus de 500 000 $, et une deuxième en 1942, atteignant presque le million à travers le monde, sachant qu'une place de cinéma à l'époque coûtait seulement entre 3 et 5 $. Mais ça s'arrête pas là. La RKO fait malheureusement faillite, et le milliardaire Howard Hughes rachète la production. Et pour se faire un max de blé, notre cher Howard ressortira King Kong sur grand écran pour une troisième sortie et fera le braquage d'une vie. Rien que 1 600 000 $ aux USA et pas loin de 3 millions de dollars dans le monde entier. D'ailleurs, petite anecdote au passage pour vous, c'est cadeau. Normalement, King Kong aurait dû s'appeler The Beast, en français la bête, et le film aurait dû s'appeler Jungle Beast, la bête de la jungle. Mais Cooper voulait quelque chose de plus mystérieux, alors King Kong fut décidé. King pour roi et Kong pour une chaîne montagneuse imaginaire du royaume africain du 19e siècle. Et toute cette imagination par les réalisateurs, c'est seulement la crainte.
Vous allez me dire pourquoi de la crainte? Bah seulement pour pas que les spectateurs pensent que ce soit un documentaire. Après le succès incroyable de King Kong, quelques mois après sort son deuxième opus, Le Fils de King Kong. Bon, ce n'est pas un monstre du cinéma comme l'a été son papa, mais le film rapportera quand même 616 000 $, dont 123 000 $ de bénéfices. Une suite qui permettra de donner un peu plus de lore autour de King Kong, mais surtout pour éviter la frustration de... Attention, spoiler, la mort de Kong. Bon, l'histoire, je vais vous la résumer assez rapidement. Après la mort de King Kong, Carl Denham revient traumatisé de cette expérience. Il quittera New York pour retrouver son île mystérieuse, Skull Island. Malheureusement, sur le trajet, à bord du navire, des mutineries font surface. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous spoil, et d'ailleurs, on peut retrouver le film sur YouTube en VF, donc foncez le voir. Bon, comme je vous l'ai dit, le film n'a pas incroyablement marché, et moi personnellement, je me pose une question. Est-ce dû au fait que Cooper ne soit plus sur le projet? Enfin, à la réalisation, il ne reste plus que Schoedsack, mais Cooper n'est plus que dans la production et n'a plus les rênes du projet. King Kong est apparu à Edo, film sorti en 1938, réalisé par Soya Kumagai, désolé pour la prononciation. D'ailleurs, je commence direct avec une petite anecdote marrante. Le film devait s'appeler King Kong est apparu à Tokyo, mais par erreur de traduction, Tokyo sera remplacé par Edo. Je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à trouver des infos sur ce film. Je n'ai même pas pu le regarder en entier, mais seulement des extraits. Aujourd'hui, il est considéré comme un lost film. D'ailleurs, ce film modifiera grandement l'histoire de King Kong. Une nuit, la petite Shinami se fait mystérieusement kidnapper. Son père Yu la recherchera avec son équipe. Le père découvrira plus tard qu'un des hommes de son équipe est à l'origine du kidnapping de Shinami. Et cet homme a un père qui a dressé un singe. Il l'a appelé King Kong. King Kong fut l'outil d'enlèvement de Shinami et plein de conflits arrivera par la suite. Une nouvelle vision de King Kong apparaît à l'écran. Malheureusement, j'ai beau chercher sur tous les sites possibles, sur tout l'internet des informations, je n'ai pas pu vous fournir plus de contenu et j'en suis complètement désolé. Konga est un film britannique réalisé par John Lamont en 1961. Comme pour les Japonais avec King Kong est apparu à Tokyo, c'est au tour des Anglais de nous montrer la nouvelle version de King Kong. C'est l'histoire d'un docteur qui a disparu dans une jungle pendant plus d'1 an, puis un beau jour il refait surface, mais pas seul, mais avec un chimpanzé et un mystérieux sérum. Le docteur appellera ce singe Konga et utilisera ce sérum pour faire de son Konga une arme destructrice. Donc voilà pour le synopsis, donc encore une nouvelle façon d'implémenter King Kong au cinéma, et là on constate clairement l'impact de l'homme sur la création d'un monstre, et non pas d'une créature telle que l'a été le King Kong originel. Ce film prouvera qu'il n'y a pas seulement les Américains et les Japonais qui peuvent créer des œuvres sur la très célèbre créature, et le Britannique John Lamont montrera ses capacités avec son film. Même si le film n'est pas un franc succès, pour l'avoir vu, que ce soit dans l'histoire ou les effets spéciaux, c'est pas si dégueulasse que ça pour une série B. Bon, là on rentre dans le vif du sujet avec Ishiro Honda, très célèbre réalisateur japonais, qui réalisera en 1962 King Kong contre Godzilla. Film dans lequel il fera combattre les deux plus gros monstres de la fiction, de quoi faire monter la hype du public. Cette rencontre ne peut que fonctionner, et pour preuve, c'est pas moins de 12 millions de spectateurs rien qu'au Japon, ce qui ferait environ 3 millions de dollars. Et dans le monde, le film aurait rapporté 8,7 millions de dollars. Ces résultats feront que le film sera le plus grand succès du box-office du genre japonais à cette époque. Ce film a tellement marqué par son crossover de zinzin et ses effets spéciaux, plus qu'à la hauteur, le cinéma kaiju, vu qu'aujourd'hui il y a 2 films remettant en scène la rencontre des 2 titans. Cinq ans après l'immense succès d'Ishiro Honda, le prodige revient à la charge avec King Kong s'est échappé, aussi appelé La Revanche de King Kong. Ce film met en scène King Kong et sa rencontre avec un nouveau monstre, le Gorosaurus, qui est tout simplement un dinosaure.
Mais pour donner encore plus de hype au public, un King Kong mécanique sera aussi présent dans le long métrage, dont j'ai voulu m'informer sur le box-office et je ne trouve seulement que les entrées françaises, et c'est déjà pas mal parce qu'on est à plus de 1 million d'entrées. On peut donc supposer que le film n'a pas été un échec même s'il ne dépassera pas King Kong contre Godzilla de 1962. Comme vous l'avez compris, il y a énormément de films sur King Kong. Donc je vais terminer cette liste avec les principaux opus. En 1976, John Guillermin réalisera le remake de King Kong 1933. Il accentuera la médiocrité humaine qui exploitera Skull Island pour obtenir du pétrole afin de toucher le pactole. Pendant longtemps, le film sera considéré comme un désastre commercial et pourtant aujourd'hui, le film aura rapporté plus de 95 millions de dollars alors qu'il aurait coûté que environ 20 millions de dollars. En 1976, le film connaîtra 3 Oscars, un pour ses meilleurs effets visuels, un pour la meilleure photographie et le dernier pour le meilleur son. Il gagnera un Saturn Awards et un Golden Globes pour la révélation féminine de l'année, merci à Jessica Lange. Pour finir, le film gagnera un British Academy Film Awards pour la meilleure direction artistique. En 1986, John Guillermin reviendra pour réaliser la suite, King Kong 2. Le film se passe 10 ans après la chute de la créature qui se réveillera de son coma. Les hommes retourneront sur Skull Island pour trouver une singe femelle géante pour qu'il puisse se reproduire. Bref, c'est bancal et ce film sera tout autant controversé. Il fut un échec en Amérique apportant qu'1 million de dollars d'entrée, mais à contrario, en Union soviétique, il l'a fait vendre 53 millions de places de cinéma, soit environ 44 millions de dollars. À travers le monde, le film rapportera 48 millions de dollars, soit 4 fois plus que le coût de production. Mais les coûts de marketing furent bien trop hauts pour pouvoir être dans le positif. D'ailleurs, le film gagnera malgré lui un Razzie Award, qui est le trophée des pires effets spéciaux dans le cinéma. Bon, maintenant on va passer au film super important pour moi. Je l'ai regardé tellement de fois quand j'étais petit que je le porte dans mon cœur. Je parle bien de King Kong de Peter Jackson, réalisé en 2005. Ce film sera aussi un remake de King Kong de 1933, et je dirais même un remake ultra bien réussi, avec de nombreuses scènes reprises de la meilleure des façons. Il fut aussi le film le plus coûteux de sa génération avec ses 200 millions de budget. Il rapportera dans le globe entier plus de 550 millions de dollars. C'est gargantuesque. Succès fou pour le remake le plus fidèle, le plus époustouflant grâce à ses effets spéciaux, la performance des acteurs. D'ailleurs, gros big up à Jack Black, Adrian Brody, Naomi Watts et Andy Serkins. On pouvait pas choisir mieux pour cette distribution, ainsi qu'à ces 3 heures de film. 4 Oscars seront décernés, un pour le meilleur mixage de son, un pour le meilleur montage, un pour les meilleurs effets visuels, et le dernier pour les meilleurs décors. Mais aussi 3 BAFTA pour les meilleurs effets visuels, les meilleurs décors et le meilleur son. Puis pour finir, 2 Golden Globes, un qui sera gagné par Peter Jackson comme meilleur réalisateur, et l'autre pour la meilleure musique de film, merci James Newton Award pour ce chef-d'œuvre. Retournons un peu sur les acteurs avec Jack Black qui incarne à la perfection son rôle de caméraman slash businessman, Adrian Brody qui interprète son célèbre écrivain Jack Driscoll, et la belle Naomi Watts, la capturée de Kong avec son cri légendaire strident.
Andy Serkins pour son rôle de cuistot du navire, mais aussi King Kong lui-même. D'ailleurs, il a déjà évoqué ce sujet dans diverses interviews. Son amour à jouer des rôles CGI, c'est-à-dire qu'il fait grossièrement les mouvements, voire les expressions faciales, et on pourrait y rajouter quelque chose par ordinateur. Des modèles comme Gollum des Seigneurs des Anneaux, César dans La Planète des Singes, Baloo dans l'adaptation du Livre de la Jungle, et bien d'autres encore. Andy Serkins est selon moi le meilleur dans ce domaine. Alors bien évidemment, je parle de ces 4 acteurs, mais dans le film, je vous mets même au défi de me trouver un acteur ou un figurant qui fait tâche au film. Faisons un bond de 12 ans après la sortie du chef-d'œuvre de Peter Jackson avec le film de Jordan Vogt Roberts, un peu compliqué à dire. Son film Kong Skull Island. Sorti en 2017, le film sera aussi un reboot de King Kong 1933, mais sera plutôt considéré comme le prélude, et ce sera le deuxième film du Monstroverse. Le scénario sera différent de King Kong 1933, d'ailleurs le déroulé de l'histoire se déroulera en 1973, qui est l'année de décès de Merian C. Cooper, le célèbre créateur de King Kong. Le casting sera bien évidemment très riche avec Brie Larson, connue pour son rôle dans Captain Marvel, Samuel L. Jackson, bon, pas besoin de vous dire qui est cet acteur de renom, Tom Hiddleston pour son rôle de Loki, John Goodman pour son rôle dans Cloverfield Lane ou Le Témoin du Mal, et plein d'autres. Le film sera plutôt bien accueilli, le film rapportera en Amérique plus de 170 millions de dollars et dans le monde entier il rapportera presque 600 millions de dollars, ce qui est pas dégueulasse du tout. Le film rapportera seulement une récompense, un Golden Trailer Awards en 2017 pour sa meilleure affiche de cinéma et 21 nominations sans être récompensé dans ces 21 catégories. Personnellement, j'ai assez bien aimé le long métrage, mais si je dois comparer ce film à celui de Peter Jackson, le film manque cruellement de diversité de faune et de flore. Mais en vrai, j'ai pu commencer à réellement apprécier le talent de Tom Hiddleston, qui était pour moi un acteur bloqué par son plus grand rôle, Loki, le frère de Thor. Ce film fera un clin d'œil qui permettra de continuer le Monstroverse avec un film bien connu aujourd'hui. Le clin d'œil est orienté sur notre très cher Godzilla, enfin plutôt la société gouvernementale secrète Monarch. Et c'est pour cela qu'en 2021, Godzilla vs Kong apparaîtra réalisé par Adam Wingard. Ce film sera le 4e opus du Monstroverse avec au casting un splendide Alexander Skarsgård et un très bon Kyle Chandler et Millie Bobby Brown. Bon, je ne dis rien sur cette actrice, mais je suis pas réellement fan. Mais dans le long métrage, elle fait le taf. Avant la sortie du film, Warner Bros sortira la bande-annonce du long métrage et celui-ci sera le plus grand succès de leur trailer, avec pas moins de 55 millions de vues sur toutes les chaînes ayant publié la bande-annonce. Par la suite, le film a été repoussé presque un an plus tard pour cause le Covid. Et devinez quoi, la majorité de l'équipe du film a été positive au test. À sa sortie, le film n'a pas eu de notes fabuleuses, mais fera tout de même un bon impact dans le box-office. Dans le monde, ce sera plus de 460 millions de dollars. Mis à part ça, les effets spéciaux sont assez spectaculaires, et pour ma part, le film ne m'a fait ni chaud ni froid. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais visuellement, j'ai trouvé le film assez bon. Mais après, le scénario et tout le reste n'est pas non plus digne d'un chef-d'œuvre. Mais le public a été assez satisfait, et c'est le principal. Une suite sortira en avril 2024 et s'intitulera Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Après avoir été ennemis, les deux monstres d'anthologie devront se battre côte à côte contre Scar King et plein d'autres monstres. Toujours réalisé par Adam Wingard, le film sera encore moins bien noté que l'épisode précédent, mais rapportera environ 550 millions de dollars, soit un peu plus que le premier opus. Alors vous allez vous dire que je parle pas beaucoup de Kong en lui-même, mais c'est que depuis Kong Skull Island, je trouve, et c'est seulement mon opinion, que la créature a perdu de son intérêt. Le seul moment que j'ai trouvé bénéfique, c'est sa rencontre avec Scar King, qui prouvera que Kong est toujours rempli de sentiments, et n'est pas seulement une bête de destruction. Je ne parlerai pas des films futurs prévus parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui arrive, mais soyez-en sûrs, King Kong sera de retour de n'importe quelle manière sur vos écrans. La recette marche et marchera toujours car la hype du Monstroverse ne fait que de monter. Avec un lore bien plus développé qu'à l'époque et c'est normal vu qu'à la base King Kong est censé mourir en tombant du World Trade Center. Si je dois finir cette vidéo, ce serait en établissant une conclusion et un profil psychologique de la créature. Personnellement, je trouve que King Kong est une créature touchante, bien qu'elle soit destructrice, je la trouve tout aussi douce, bienveillante et aussi protectrice. On le voit anciennement avec la baleine Sparrow, mais aussi récemment dans Kong Skull Island, c'est le grand protecteur de l'île contre les invasions des rampants.
D'ailleurs, il y a un point qui me faisait assez rire, c'était sa taille. En 1933, il faisait environ 15 mètres de haut. En 2005, Peter Jackson créera un King Kong de 7 mètres de haut. Et dans Kong Skull Island, il fera 30 mètres de haut. Et dans les crossovers, très récemment, il fera plus de 100 mètres de haut. Bon, j'avoue que ça le rend spectaculaire, mais c'est surtout pour une certaine crédibilité face aux ennemis qui font presque 3 fois sa taille. Bon, la vidéo est finie, je tenais à vous remercier de l'attente que vous avez eue, et je tenais à vous remercier aussi pour votre soutien sur mes précédentes vidéos. J'aimerais vous faire part de mes autres chaînes YouTube et de ma chaîne Twitch. Pour le soutien, n'hésitez pas à y faire un petit tour, ça me ferait grandement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vu que la vidéo se fera sûrement strike, ça me ferait plaisir. Je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.